Bonjour à tous et merci d'honorer le rendez-vous de la rétrospective de l'information sur Éco 237, la chaîne de valeur. Comme sujet à la une de cette autre édition de l'émission Le Focus, consensus autour d'une candidature forte de l'opposition à la prochaine élection présidentielle. Le groupe de Douala peut-il réussir là où d'autres ont échoué? L'initiative portée par Anissé Ekane, Cyril Sambaka et d'autres acteurs politiques a dressé le bilan des consultations menées durant 3 mois auprès des candidats de l'opposition déclarés en course pour l'élection présidentielle de 2025. On en parle dans ce focus. L'adhésion au MRC des conseillers municipaux et anciens militants exclus du SDF donne-t-elle la légitimité recherchée au parti de Maurice Kamto pour une investiture à l'élection présidentielle de 2025? Quelques spécialistes du droit constitutionnel vont nous éclairer sur la question. Et puis Kamwata peut-elle réussir son projet audacieux de commercialisation de minéral dans un contexte où des ménages font face à une pénurie d'eau courante et attendent de Kamwata des solutions? Cette dernière est désormais préoccupée par la création des unités de production d'eau embouteillée à but commercial. Vous aurez des réactions des Camerounais sur la question. Voilà pour l'essentiel des sujets qui seront développés dans cette émission. Bienvenue au rendez-vous qui met en avant des sujets croustillants qui alimentent le landerneau médiatique du 237. Votre fidélité à l'écoute des programmes d'Éco 237 nous honore. Merci pour cette marque de considération. L'alternance à la tête de l'État en 2025 arrivera-t-elle par une conjugaison des forces de l'opposition autour d'un seul candidat? Le groupe de Douala est convaincu que c'est la condition sine qua non pour aboutir à un changement de paradigme politique au sommet de l'État. Initié en janvier dernier par Anissé Ekane du Manidem et Cyril Sambaka de l'AFP, ces derniers ont mené des consultations pendant 3 mois avec des leaders de partis politiques dans le but de fédérer ces derniers autour d'une candidature unique de l'opposition à la présidentielle. Je vous propose d'écouter ce qui a déjà été fait depuis que ce projet est à pied d'œuvre. Cette initiative, on l'a dit dans la déclaration, ne rencontre pas que de l'enthousiasme dans le camp d'en face. Donc, il y a une certaine discrétion qui accompagne les démarches qu'on fait. Il y a des candidats qui ne voudraient pas qu'on rende public nécessairement leur point de vue. L'objectif, en réalité, ce n'est pas de compter le nombre de candidats qu'on a rencontrés. Je vous dis, il y en a 27 pour le moment. Plus ou moins fantaisistes, bien sûr, quand même. Il faut dire les choses comme elles sont. Nous voulons réduire le nombre d'obstacles de candidature, c'est-à-dire celles qui pourraient, en s'opposant, fracturer le front du changement. Bon, un candidat qui n'est pas en mesure d'obtenir plus de 2% nous intéresse s'il le veut, mais vous conviendrez que celui qui est en mesure de faire 10% est plus important dans ce qu'on est en train de faire. Parce que c'est ce genre de candidats qui vont fracturer et émietter l'agrégat des voix pour battre Paul Biya. Donc, on a rencontré un certain nombre d'entre eux. Certains ont émis l'idée tout récemment dans les médias de nous rencontrer. On est ouvert. Il y a des groupes de pression qui sont faits de population et de citoyens. Par exemple, en Gamdéré, qui nous ont contactés. On va y aller très prochainement. Et à l'extrême nord, à Yaoundé, on aura certainement là-bas une prochaine conférence. Le travail est immense. Nous avons 2 soucis. Le souci de rencontrer des hommes politiques, les hommes de la société civile en général. Mais nous avons le deuxième souci qui est le plus important pour nous, c'est de satisfaire les populations du Cameroun. Les populations du Cameroun sont fatiguées. Elles en ont marre, vous pouvez
Tout le monde le constate, on n'a pas besoin de le dessiner. Et ça fait quand même, depuis 92, qu'un espoir de changement se dessine et chaque fois, c'est du raté. Donc cette fois-ci, le peuple qui, lui, se dit « il y en a marre », s'en va s'inscrire sur les listes électorales, ce n'est pas pour voir une opposition qui s'entremêle les pédales, mais c'est pour voir une opposition qui a le même objectif, c'est-à-dire le changement de paradigme qui se met ensemble. Évidemment, on ne fait pas forcer tout le monde, mais plus large sera notre concertation qu'on fait par étapes. Et on aura toujours des conférences comme celle-ci pour dire quelle est l'étape suivante qu'on a traversée, où est-ce que nous en sommes, parce que nous comptons aussi sur vous. Vous vivez dans ce pays, je crois que vous n'êtes pas tout à fait satisfait de comment les choses se passent. Tout au moins, vous pouvez relayer les informations pour que le peuple qui garde un espoir, lui puisse garder l'espoir, parce que dans le camp d'en face, on essaiera de dire que ce que nous faisons, c'est rien. D'ailleurs, certains le confondent à des plateformes. Nous ne sommes pas dans les idées de plateformes et tout ça. Nous sommes un groupe qui avons lancé un appel et maintenant on est en train de construire quelque chose qui n'a pas encore été fait. Et c'est un espoir. Il faut comprendre cela comme ça. Parce que nous étions dans une situation bloquée. Et tous les Camerounais de bonne foi ont pu observer que les partis de l'opposition se font même la guerre entre eux. Pour arriver où? Alors que le peuple, lui, il souffre. Alors finalement, qui va penser au peuple? Vous allez dire que votre voisin qui a le même objectif que vous est mauvais, il est acheté, il est ceci, il est cela. Et pendant ce temps, le peuple, lui, il aspire à un changement. Donc la priorité que nous avons, c'est de rassurer le peuple, de mettre le peuple en mouvement, de les mettre en union, quitte à ce qu'ils revendiquent eux-mêmes cette union. Parce que cette union, nous tous, nous savons qu'elle est revendiquée par le peuple. Et nous ne le faisons, le travail que nous faisons aujourd'hui est en train de rassurer le peuple. Parce que les retours que nous avons sont des retours tout à fait positifs. Le seul problème que nous devons régler et qui reste un problème, c'est de mettre tout le monde en mouvement. C'est d'amener cette convergence-là pour que, à la fin, le peuple se sente rassuré. Une conférence nationale souveraine donne lieu à l'élaboration de nouvelles institutions. Mais vous constaterez que chez nous au Cameroun, et c'est une curiosité qui permettra de planter le décor du groupe de Douala. La curiosité est qu'au Cameroun, nous sommes l'un des rares pays en Afrique francophone n'ayant jamais eu de conférence nationale souveraine. Pourquoi? Parce que le pouvoir veut durer et perdurer. Nous sommes l'un des rares pays, sinon le seul au monde, en dépit des réformes institutionnelles, qui ne connaît une élection présidentielle qu'à un tour. Voilà donc au Cameroun en face de nous, nous avons une société bloquée par le fait du pouvoir, qui ne veut pas lâcher du lest. Et on se souvient même, j'étais encore jeune étudiant, ça paie à son âme, du moment où il vivait encore, je le lui ai reproché. Massayo, qui ne m'a même pas eu comme étudiant, parce que quand j'entrais à l'université, il était déjà ministre. J'ai eu pour chancelier Laurent Esso. Je lui ai dit, c'est vous qui avez défilé à Yaoundé, en disant que vous ne voulez pas de multipartisme. Mais avec les pressions aussi bien diplomatiques qu'internes, le président de la République a lâché du lest en demandant à ses partisans de se préparer à une éventuelle concurrence. Voilà comment peu à peu la vie politique s'est libéralisée. Pour autant, nous n'avons pas avancé. Toujours par le manège du pouvoir. On reprend d'une main ce que l'on a donné de l'autre. L'élection présidentielle organisée en 1992.
Et il faut le dire, bon nombre de Camerounais ont payé de leur vie. Anissé Kane qui est là. Le bâtonnier Yondo Black. Ces aînés ont combattu et ils sont partants. Il faudrait donc que la jeunesse prenne le relais. L'élection 92, vous avez suivi, le grand frère Anissé l'a dit tout à l'heure, que c'était la victoire de l'opposition. Oui, je confirme, sur ma foi de juriste, pour une simple raison. L'arrêt de proclamation de l'élection présidentielle d'octobre 92 dit ceci. La Cour suprême, statuant en lieu et plan du Conseil constitutionnel, a dit oui, l'élection a été émaillée d'innombrables irrégularités et fraudes. Mais en l'état actuel des procédures, nous ne pouvons rien faire. C'est écrit dans l'arrêt de proclamation. Ce qui est une hérésie juridique. Pourquoi? Parce qu'en droit, un acte juridique acquis sur la base de la fraude peut être annulé à tout moment. Fraus omnia corrompit. La fraude corrompt tout. La Cour suprême, si elle avait été courageuse, aurait dû annuler l'élection. Ce qui n'a pas été fait. Donc vous voyez que, en dépit des artifices, le pouvoir s'arc-boute. On poursuit. Quelque temps après, l'élection législative a lieu. L'opposition est majoritaire. Par un tour d'entourloupe, le pouvoir réussit et paie à son âme. Je le lui ai dit lors d'un colloque sur les trajectoires sénatoriales, un colloque international organisé à Yaoundé, d'Akole Daïsela, qui avait été merveilleux par ma prestation. Et au moment de reprendre la parole, je lui ai dit merci, mais qu'il avait une lourde responsabilité face à l'histoire. Parce que c'est lui qui a fait faux bond à l'opposition, en donnant ces 6 voix du MDR, pour ainsi renverser la majorité. Donc l'opposition avait tout fait pour accéder au Parlement, avoir le gouvernement, et puis bloquer politiquement le président de la République qui n'avait pour seule issue que de sortir. Parce que lorsque vous n'avez pas la majorité au Parlement, vous ne pouvez pas mettre en œuvre la politique de la nation qui se fait par les biais des lois. Tout est bloqué. Conséquence, vous allez partir. Je continue. La marche de l'histoire est faite de crocs en jambes. Le pouvoir qui ne lâche pas du lest, même les responsabilités qui sont partagées, l'opposition, elle non plus, qui ne joue pas franc jeu. Parce qu'on ne comprend pas que l'on soit opposant et qu'on aille s'acoquiner avec le pouvoir. Nous continuons. Les émeutes de 2008, parce que vous allez comprendre que l'histoire se répète. C'est justement la raison pour laquelle il faut faire du marketing politique pour ce groupe de droite. Les émeutes de 2008 éclatent. J'ai eu la vie sauve. Parce que ne sachant pas ce qui se passe, je me rends à l'université de Soie, étant un enseignant populaire et bien aimé. C'est la foule qui m'a extirpé. On dit non, c'est le pauvre rentre, sinon on va te tuer. Parce que les gens ont été tués à Yaoundé. Les hélicoptères, si nous-mêmes on avait vu à France 24, c'était l'actualité pendant 48 heures. Le peuple s'est soulevé. Le résultat était lequel? Le chef de l'État est sorti de sa torpeur, a dit je vous ai compris, a sacrifié un certain nombre de têtes, a fait un saupoudrage de solutions et a profité subrepticement en modifiant la constitution de 96 qui avait déjà réglé le problème auquel nous sommes confrontés à l'heure actuelle. Parce que les mandats avaient été limités lors de la constitution de 96. Et on savait qu'en 2011, le chef de l'État n'allait plus se représenter. Sinon, on n'en serait plus là. Le président de la République en profite donc pour modifier la constitution. Pourquoi? Parce que la diaspora avait décidé, en raison des morts qu'on avait déjà accumulés en 2008, et en pensant à ce qui c'est les morts de Bamenda, de porter plainte à la CPI. Une plainte a été déposée, et pour prétendre se couvrir, le président de la République a modifié la constitution, a levé le verrou de la limitation des mandats. Il est allé même plus loin, en modifiant, en créant un article 53, où il s'est donné une immunité juridictionnelle, même en ce qui concerne les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions. Vous verrez donc à travers ce rappel historique, la société est bloquée. Un pouvoir qui dure et perdure.
et qui ne veut pas lâcher du lest. Une opposition qui ne joue pas franc jeu. Les gens, on vous l'a montré avec ce qui s'est passé par le biais du MDR qui a basculé du côté du pouvoir. Une opposition qui joue le jeu du pouvoir. Finalement, qui paye les pots cassés, ce sont les générations et des générations. Moi-même, je me souviens, j'étais encore au cours moyen 2 à l'école Saint-Gérard lorsque le président de la République a cédé au pouvoir, à Deido. J'habitais à Bonamouti avec mes parents qui sont décédés. J'étais en rue en Calaisson. Il me reste à peine 8 ans de pouvoir. Je vais aller à la retraite, mais il est toujours là. C'est inadmissible. D'où le bien fondé. Sous le bénéfice de ce que je viens de dire, tout le monde pose la question de savoir on fait comment. Le peuple nous regarde. Nous allons tous en rang dispersé. Ce sont des égos surdimensionnés. Je ne vais pas trahir le secret, mais j'ai la chance d'avoir 2 universitaires autour de moi qui sont des hommes politiques de poids. L'un ayant été mon étudiant, je suis devenu son collègue. L'autre, dont je dirige la thèse de doctorat, qui est un jeune flamboyant, vous avez compris. J'ai tenté de les mettre ensemble, mais ça ne donne pas. Chacun reste campé sur ses positions. C'est pour ainsi dire, sous le bénéfice de ceux qui précèdent, que vous aurez perçu à travers mon long discours tout l'intérêt du groupe de Douala. Précisons que tous ces éclairages ont été apportés lors d'une conférence de presse donnée vendredi dernier au siège du Manidem à Douala. Cette vision concertée de ces leaders de partis politiques de l'opposition va-t-elle recevoir l'assentiment attendu? Les Camerounais ont besoin de changement et ma foi, cette mouvance naît du fait que nous avons constaté que les partis politiques et les leaders des partis politiques sont dans une espèce de nébuleuse où ils pensent que tout a déjà été fait et qu'on va dans des élections transparentes et autres. Or, il faut atteindre la masse critique, il faut évacuer tous les obstacles et cela ne peut se faire que d'abord dans l'unité d'action et c'est ce que le peuple attend et c'est ce que nous revendiquons. Vous comprendrez que dans tous les pays du monde, les partis politiques ont en principe des rapports conflictuels. Mais maintenant que nous sommes en train de rechercher le changement de paradigme que le peuple attend depuis plus de 30 ans, il est question qu'on taise les égos surdimensionnés, les égos des uns et des autres, et que seul le peuple soit celui qui donne la direction. Il a attendu pendant 30 ans, je pense que 2025 c'est une opportunité pour le peuple d'obtenir ce qu'ils veulent. Les partis politiques doivent être conscients de cela, les différents candidats doivent être conscients de cela, et c'est ce qui nous anime et nous allons continuer à faire notre travail. Le bilan est très très positif, je peux le dire en ce moment, parce que nous sommes sollicités de partout, et que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun, que ce soit dans nos villages, le message commence à passer et je pense que ce sera le message qui va réconforter, qui va faire fuir l'abstention et qui va mobiliser les Camerounais afin qu'ils obtiennent ce qu'ils attendent depuis longtemps. Le travail continue. Tant qu'on n'est pas arrivé à l'objectif poursuivi, à savoir imposer une candidature forte et consensuelle, nous sommes obligés de continuer. On l'a dit tout à l'heure, la victoire est possible pour ceux qui entreprennent, mais la défaite est automatique pour ceux qui ne font rien. Voilà. Il y a encore beaucoup de travail, puisque le pays est grand, les intérêts sont grands, les groupes de pression sont multiples, et donc on a beaucoup de chemin à parcourir pour arriver à l'objectif poursuivi. Je vous ai dit dans le document les similitudes entre 92 et 2025. Il y avait les mêmes obstacles, le même scepticisme, les mêmes oiseaux de mauvais augure, les mêmes égos, mais un vote organisé par l'administration territoriale. On a battu Biya. Aujourd'hui, il y a au moins EDECAM et la pression interne et externe. Comment ne pas y parvenir? Comment des égos surdimensionnés peuvent-ils
priver le peuple camerounais d'une victoire en 2025. Restons dans le sillage de la présidentielle d'octobre 2025. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun pourra-t-il finalement investir son candidat? L'adhésion annoncée le 11 mai dernier, de nouveaux militants et conseillers municipaux au MRC, tous transfuges du SDF, vient relancer le débat sur la légitimité de ce parti politique qui a boycotté les dernières élections législatives et municipales à investir un candidat au prochain scrutin présidentiel. Avec l'arrivée de ces conseillers municipaux, peut-on affirmer que le MRC dispose désormais des élus et par conséquent peut investir un candidat à la présidentielle? Moi, je ne suis pas un publiciste, je ne suis pas non plus un constitutionnaliste. Dans le droit public, dans le droit en général, vous avez le droit privé et vous avez le droit public. Moi, je suis un privatiste, un pénaliste. Je ne suis pas un publiciste. Mais bon, pour les souvenirs et la petite analyse citoyenne que je peux faire, j'ai comme l'impression que les gens confondent le mandat impératif et la capacité pour un parti d'investir un candidat. Peut-être parce que tout ça est dit dans la même constitution et sans que cela n'ait été forcément précisé. Le mandat impératif correspond à ce que je vous ai indiqué tout à l'heure, à savoir que lorsque quelqu'un a été désigné par un parti politique, il n'appartient plus au parti. Il n'est pas obligé de mettre en œuvre de façon dogmatique telle ou telle idée uniquement parce que le parti a décidé que. Donc c'est pour ça qu'on interdit le mandat impératif. Quand vous avez été investi par le parti, vous êtes élu par le parti, mais vous devenez le candidat de la République, dont vous ne devez travailler que pour l'œuvre commune, pour l'ensemble de la République. Le parti n'est que la base qui vous investit, qui vous permet d'être élu. C'est la plateforme. Voilà, en gros, c'est tout. Mais une fois que vous êtes sorti de cette plateforme-là, vous n'appartenez plus à cela pour la défense de vos idées. Vous restez indépendant d'esprit. C'est ça que veut dire l'interdiction du mandat impératif. Donc, quand les gens associent ça à la capacité d'investiture, j'ai du mal à comprendre. Maintenant, si vous voulez qu'on parle de l'investiture, de ce que moi je crois comprendre, et c'est pour ça que je voulais qu'on se parle, de ce que moi je crois comprendre, j'ai comme le sentiment que la capacité qu'un parti politique a d'investir un candidat résulte de ce qu'il a au moins un élu dans un exécutif. Bien. Donc, soit vous en avez un au moment où vous faites élire, soit vous n'en avez pas et vous pouvez donc investir, soit vous n'en avez pas et vous ne pouvez pas. Si vous voulez maintenant aller un peu plus loin et contextualiser avec la situation qui est la nôtre, pour parler terre à terre, est-ce que Monsieur Kamto, s'étant allié aux anciens membres du SDF qui sont parlementaires, peut-il être investi? Je ne suis pas sûr. Je vais être plus prudent de mon point de vue. Je pense que s'il va avec Ninthieu, il faut déjà que Ninthieu lui-même ait clarifié sa situation. Ninthieu a été élu SDF. Est-ce que le SDF dont il ressort, qui est son parti de politique, est celui qui devra investir Monsieur Kamto? Je ne pense pas. Donc dans la plateforme, en revanche, où est Monsieur Ninthieu aujourd'hui, effectivement que la plateforme de Monsieur Ninthieu aura la possibilité d'investir n'importe quel candidat, à condition que ce parti ait choisi dans les conditions ce candidat que ce parti ait effectivement un élu, au moins dans l'un des exécutifs, comme je vous l'ai dit. Ce qui veut donc dire très concrètement que si ce parti, cette plateforme, doit investir Monsieur Kamto, ça suppose que Monsieur Kamto est déconnecter le lien avec le MRC, qui est son parti d'origine, parce que le MRC n'a pas de candidat aujourd'hui. Pour dire les choses simplement, Monsieur Kamto, en tant qu'individu, peut être effectivement investi, mais Monsieur Kamto ne peut pas être investi par le MRC, parce que le MRC a fait le choix de ne pas faire des élections, et donc le fait de ne pas avoir des élections ne lui donne pas la possibilité
d'avoir des élus et dont n'ayant pas la possibilité d'avoir des élus ne peut donc investir personne. En revanche, M. Kamto, en tant qu'individu, déconnecté du MRC, peut parfaitement être investi par toute autre plateforme ou parti ou organisation politique qui aurait éventuellement cette capacité-là, si elle a au moins un élu à l'Assemblée nationale, ce qui semble être le cas. Maintenant, une fois investi par cette plateforme, le candidat, ou les candidats de cette plateforme ne vont plus dépendre de ce qu'on voudra bien leur faire dire, parce que ils sont donc soumis à ce que nous avons dit, l'interdiction du mandat impératif. Dès qu'ils sont investis, ils deviennent les candidats de la République et doivent, de ce point de vue, n'avoir pour seul guide que leur conscience et l'intérêt public, l'intérêt collectif. Voilà un peu comment moi je comprends ça. Je l'annonçais en titre, la Cameroon Water Utilities Corporation annonce un projet de création de 5 unités de production d'eau embouteillée. Une initiative qui survient dans un contexte où de nombreux Camerounais font face à une pénurie d'eau courante dans les ménages. Les robinets sont à sec dans plusieurs régions du Cameroun. La demande en eau potable dépasse largement l'offre, laissant des millions de citoyens dans une situation précaire. Dans ce climat de crise, Ouakam Water, l'entité publique chargée de la distribution d'eau, peine à répondre aux besoins fondamentaux de la population. La décision de se lancer dans la commercialisation de l'eau minérale soulève des questions quant à la priorité accordée à la fourniture d'eau courante. Précisons que dans le cadre de son programme quinquennal d'investissement, Kamwata prévoit d'implanter ainsi des unités de production à Yaoundé, Douala, Bafoussam, Limbé et Maroua. Ces usines seront destinées à l'ultrafiltration, à la minéralisation équilibrée et à l'embouteillage d'eau. Ce projet annoncé par Blaise Moussa, directeur général de Kamwata, a été officialisé par un appel d'offres international lancé le 30 avril dernier. Les bouteilles proposées vont varier selon plusieurs formats. Les travaux de construction devraient durer 24 mois et seront financés par l'État, Kamwata, ou via des partenaires publics-privés. Je vous propose d'écouter ce que pensent les Camerounais à ce sujet. Moi, je dirais d'abord que, à mon sens, la création d'entreprises est une initiative louable dans le sens où elle participe à la création des richesses. Donc, vu sur ce plan, l'intention qu'a Kamwata de commercialiser de l'eau en bouteille ne peut qu'être louable. Seulement, il faut regarder de l'autre côté. L'autre côté étant la satisfaction en besoin en eau courante des ménages. Est-ce que les ménages sont satisfaits de la fourniture de l'eau à leur niveau ? Si l'on répond à cette question par la négative, je considérais que ce serait de trop que de vouloir s'engager dans un projet pourtant noble à la base, mais qui ne satisfera pas les besoins de l'ensemble des Camerounais. Parce que d'un côté, on commercialisera et de l'autre côté, on aura des populations qui meurent de soif. Pour moi, ça pose un problème fondamental. Donc il faudrait se rassurer avant de se lancer dans cette œuvre ô combien louable qu'est la commercialisation de l'eau, que le besoin en eau courante est couvert dans les ménages et que les Camerounais ne se plaignent pas. Si les prix de la concurrence pour 1,5 litre s'alignent sur 350 et qu'une entreprise d'État, qui est Kamwata, décide de rentrer dans le secteur, une bouteille d'eau à 100 francs pour la même contenance pourra résoudre durablement le problème. Mais seulement il faut se rassurer de ce côté-là également si les ménages disposent de revenus supplémentaires pour pouvoir satisfaire leurs besoins en eau. Je pense que le rapport qualité-prix doit être pris en compte. Est-ce qu'on met sur le marché un produit de qualité ? Et est-ce qu'on fait l'effort d'assortir à cette qualité-là le prix qu'il faut ? Produire de l'eau minérale, c'est une bonne chose. Mais nous pensons que la priorité devait être donnée à l'eau courante que les ménages peuvent utiliser, que
les populations peuvent utiliser avant de penser à l'eau minérale, parce que l'eau minérale est déjà pour beaucoup un luxe. Si vous ne pouvez pas déjà produire l'eau que les autres qui n'ont pas l'argent de payer l'eau minérale peuvent avoir, c'est pas la peine d'aller vers l'eau minérale quand on n'a pas pu déjà servir la population en eau courante. Si vous demandez à quelqu'un de vous donner une maison, il n'arrive pas à vous donner une maison et il vous promet un immeuble, un duplex par exemple, est-ce que vous allez croire en cette personne? C'est un segment de marché qu'on ne peut pas négliger. Même s'ils mettent sur pied ces produits, et que ce soit toujours à caractère social, c'est-à-dire destiné à être acheté par des consommateurs moyens, déjà c'est bon. Mesdames et messieurs, voilà pour l'essentiel des sujets portés à votre attention dans cette autre édition de l'émission Le Focus sur Echo 237. Vous êtes de plus en plus nombreux à manifester de l'intérêt pour la qualité de nos productions. Merci pour vos nombreux messages d'encouragement. Nous vous invitons à continuer à partager, à liker et à commenter nos publications. Mais surtout, n'oubliez pas d'inviter vos proches à s'abonner sur Echo 237, la chaîne de valeur. Cette autre édition de l'émission Le Focus a été réalisée avec le concours de Luc Bonguet. Merci de nous avoir regardés. À très bientôt.